Et puis, je commencerai en prenant la parole, en présentant la partie, enfin la conférence, la partie campus. Je laisserai ensuite la parole à Kamel qui se présentera à son tour et qui vous fera une partie sur la partie réseau et cybersécurité. Et enfin, Sylvain prendra le dernier round avec toute la partie vidéo, enfin, vidéoprotection, contrôle d'accès et système d'alarme. Voilà, et on enchaînera sur une partie questions-réponses ensuite. Alors, j'attrape ma présentation. Hop, elle est lancée. Je vous la partage. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Tout d'abord, merci à tous. Merci au CEA et au CEVO d'avoir soutenu cette organisation de sensibilisation au métier de la sécurité et à la sécurité en elle-même dans tous les sens du terme. Dans le cadre du campus sécurité que je vais vous présenter, vous allez voir, on aborde un peu tous les métiers et les deux partenaires d'aujourd'hui, qui sont des partenaires du Val d'Oise, vont vous montrer, vont vous sensibiliser également, mais par le concret, puisque c'est un peu l'essence du campus. Autant nous faisons de la formation, mais on fait beaucoup de formation avec nos partenaires locaux et des partenaires industriels qui forment avec nous. Donc, je vais commencer, si ça veut bien. Voilà. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un CMQ? Alors un campus des métiers et qualifications, c'est un lieu d'abord, c'est pas une école, c'est vraiment un lieu d'échange entre, on va dire, le monde économique et le monde de l'enseignement. On choisit un thème, alors le thème, c'est pas nous qui l'avons choisi, clairement c'est la région Île-de-France qui l'a choisi, le thème de la sécurité, et puis derrière, ça a été proposé à CY Cergy Paris Université de monter avec l'Académie de Versailles et bien sûr la région Île-de-France ce campus des métiers et qualifications. On a mis un an, une petite année à monter le dossier, à le déposer, à le labelliser. On a déposé 2 dossiers, ce qu'on appelle le label, c'est-à-dire le droit de s'appeler campus des métiers et qualifications, et nous avons concouru dans la catégorie excellence. Et puis on a déposé un autre dossier qui est le plan d'investissement d'avenir, les dossiers PIA, qui nous permettent d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir nous lancer et monter nos différentes actions. Et dans ce qui concerne le campus des métiers et qualifications, nous avons souhaité, les partenaires que sont la région Île-de-France, l'Académie de Versailles et CY Cergy Paris Université, ont souhaité le localiser sur la ville d'Argenteuil, mais je ferai un petit focus tout à l'heure sur cette partie-là. Je vous ai dit qu'on avait mis une petite année à monter le dossier, et pendant cette petite année de concertation, alors c'est pas une petite année, c'est mars à décembre de l'année dernière, voilà, 4 axes métiers se sont dégagés. Un premier qui va être plutôt sur un axe numérique avec la sécurité des données, des systèmes d'information et la partie cybersécurité. Donc on est sur la partie cybersécurité, oui, mais beaucoup plus large puisqu'on traite toute la partie numérique. Un deuxième axe qui va être la sécurité des biens et des personnes, ce qu'on appelle la sécurité-sûreté. À travers cette partie-là, on a la sécurité des biens, c'est-à-dire que ce soit la maison individuelle, la petite entreprise, la grosse entreprise, la très grosse entreprise, le quartier, et ainsi de suite. Et la sécurité des personnes, avec typiquement des formations telles que l'agent de prévention sécurité. Après, l'agent de prévention sécurité se décline sous différentes formes. Il peut être assisté d'un chien, c'est ce qu'on appelle l'agent canin. Il peut être armé ou pas armé. Il peut être de protection rapprochée ou pas. Enfin voilà, il y a différentes déclinaisons après. Et ça nous permet d'avoir un axe vraiment sur sécurité des biens et des personnes qui est la partie sûreté. Un troisième axe qui est plutôt l'axe santé-sécurité au travail, qu'on a appelé gestion du bien-être et de la confiance. Là, on se focalise plutôt sur l'individu lui-même, que ce soit l'individu chez lui, l'individu dans la rue, à son entreprise, bref, l'individu dans la société. Et un quatrième axe, en fait, qui recoupe un peu ces 3 premiers axes, qui est la prévention des risques extrêmes, donc avec le Covid en ce moment et les différentes pandémies, je ne développerai pas forcément plus, c'est la gestion des grands événements. Très clairement, à la région Île-de-France, aujourd'hui, on parle de 2 choses, sécurité, sûreté et Jeux Olympiques 2024. Donc la gestion des grands événements s'inscrivait très clairement dans les axes à développer. Alors, ces 4 notions sont représentées sous cette forme de puzzle qui sont à la fois disjoints et joints. Vous voyez les pièces qui s'emboîtent. En fait, ça représente surtout le fait que ces 4 axes métiers ne sont pas
indépendants les uns des autres, ils sont plutôt interdépendants à travers une autre notion qui s'appelle la sécurité globale. Voilà, donc ça permet de lier aussi bien le numérique que le physique et ainsi de suite à travers les grands événements et puis gérer l'individu, les flux et ainsi de suite. Voilà les axes métiers au sein du campus des métiers et qualifications autour des métiers de la sécurité. Alors ça, c'est son nom complet, son nom officiel. Nous, on l'appelle plutôt le campus sécurité, ça va beaucoup plus vite. On a souhaité avoir une approche tripartite. Alors, cette approche tripartite, en fait, sont vraiment nos objectifs. Une première partie sur donner à voir, une seconde sur se former et une troisième sur vivre une expérience. Si on reprend la partie donner à voir, ça va être plutôt tout ce qui va être information. Aussi bien information des élèves sur les formations, information des entreprises sur les formations, information du grand public sur les métiers, à travers différents objets, outils, conférences, interventions, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment la partie plutôt information des métiers et des formations. Le campus, je le disais, n'est pas une école, ça reste quand même un lieu de formation. Donc, on a un deuxième axe qui est se former. Sont toutes les formations qui sont en lien avec le campus, c'est-à-dire avec la sécurité qu'on peut avoir. Aussi bien des formations qui existent déjà dans des établissements d'enseignement scolaire ou supérieur, ou des formations que nous montons nous-mêmes. Et puis, les campus ont une particularité, enfin, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas, on croit beaucoup à la formation par le concret, la formation par la pratique. Et donc, vivre une expérience, c'est vraiment cet esprit-là, c'est à travers des espaces de coworking, des espaces avec du matériel où les élèves sont mis en situation et pratiquent la formation par le concret. Aujourd'hui, enfin, personnellement, je crois de moins en moins à l'amphi de 800 élèves. J'aime bien l'humain et je trouve que la formation en présentiel, par petits groupes, avec du matériel qui permet de mettre en situation, c'est quand même la meilleure façon d'apprendre. C'est peut-être pas la meilleure façon d'apprendre, si je peux me permettre juste une petite digression. La meilleure façon d'apprendre, à mon sens, reste l'apprentissage avec ce mariage moitié école, moitié entreprise qu'il peut y avoir derrière. Donc voilà notre approche tripartite avec nos axes donner à voir, se former et vivre une expérience. Nos différents partenaires, alors le but, c'est pas de les citer, c'est toujours très joli, une mosaïque avec beaucoup de logos. Ce qui est pas, c'est pas ça qui est important à retenir. Enfin, nos partenaires, pour certains, étant présents, si, c'est très important, mais en fait, l'idée, elle n'est pas là. L'idée, elle est de se dire que le campus, comme je vous le disais, se place vraiment au milieu de l'enseignement et du monde de l'entreprise. Et je dirais même du monde de l'entreprise et de l'enseignement. Et donc, à chaque fois, en fait, on se retrouve à 50-50, le monde de l'entreprise et les autres, tels que le monde de l'enseignement scolaire supérieur et les collectivités territoriales. Bien sûr, un projet comme celui-là ne pourrait pas exister sans les collectivités territoriales. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais sans l'enseignement. Mais il faut bien partir de l'origine et du besoin. Et l'origine et le besoin est exprimé par les entreprises qui, au quotidien, pratiquent leur métier et qui connaissent les best practices, connaissent les bonnes technos, les bons produits et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment un besoin entreprise qui fait naître les formations ou qui fait ce qu'on appelle dans l'enseignement scolaire colorer une formation, c'est-à-dire avoir un petit module complémentaire par rapport à une formation déjà existante pour qu'elle soit encore plus pertinente. Et c'est ce qu'on appelle un module supplémentaire dans l'enseignement supérieur avec le même objectif, augmenter l'employabilité des jeunes. C'est vraiment ça qui est le cœur du campus, augmenter l'employabilité des jeunes en ayant à la fois dans le même lieu les entreprises et le monde de l'enseignement. J'ai évoqué plusieurs fois les collectivités territoriales et j'en profite pour remercier la ville d'Argenteuil, le CEA et le PT Boucle Nord de Seine sur leur investissement et l'accompagnement sur ce projet et ce campus, aussi bien dans la constitution du dossier que dans ce lieu de démarrage que nous avons au Bain-Douche, au cœur même d'Argenteuil. Alors vous voyez les photos du bas, qui sont vraiment le bâtiment et en plein soleil, ça donne vraiment ça avec le petit square à côté. C'est très agréable d'être dans ce lieu, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc aujourd'hui, la salle que vous voyez en haut n'est pas du tout aménagée comme ça, hein. Elle est pleine de PC, elle est pleine il y a 24 PC, ce sont des petits îlots d'élèves pour qu'ils puissent travailler sur la partie réseau.
mais nous avons un lieu de démarrage, et encore merci à la ville d'Argenteuil de nous avoir fourni ce lieu pour pouvoir démarrer dès septembre 2020, alors que les dossiers étaient à peine déposés, on avait démarré les projets. Voilà. Donc, le lieu de démarrage, les bains-douches, et ce qu'on appelle le lieu de pérennisation, qu'on appelle aussi dans le dossier le lieu totem, se situe au sein de l'IUT d'Argenteuil, qui à partir de septembre 2024 sera libéré de ses élèves, puisque l'activité de l'IUT va être regroupée au sein de Neuville. Nous souhaitons récupérer le bâtiment, 5700 m², un bâtiment déjà d'enseignement et déjà technique. Donc, c'est vraiment deux aspects qui sont des plus sur le projet. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des plateaux techniques, il suffira juste d'y mettre le matériel. Le juste, il est entre guillemets. Et puis, ça nous permettra d'accompagner la croissance du campus dans ses différentes actions et missions. La place des entreprises. Alors, les entreprises sont vraiment au cœur du processus. J'en veux pour preuve qu'en fait, les premiers comités qu'on a organisés, on est structuré en différents comités. Si je pars du concret, c'est-à-dire les comités sectoriels, on en a 3, un sur le numérique, un sur la sûreté et un sur la santé et sécurité au travail. Donc, ces comités ont été les premières instances qu'on a organisées avec les entreprises. Et l'idée, c'est vraiment de réunir les entreprises et le monde de l'enseignement et de discuter des formations, des métiers, de voir, excusez-moi l'expression, mais les trous dans la raquette. Donc, voilà, la place de l'entreprise, elle est comme ça, et on la veut au cœur du système. Donc, l'idée, c'est bien ça, contribuer à la définition des métiers de demain. Alors après, je ne vous ferai pas la liste à l'après-vert qui est derrière, mais l'implication des entreprises, que ce soit par du matériel, que ce soit par du temps homme. Merci Sylvain d'être venu faire cours, d'être venu partager ton expérience avec nos élèves. Voilà. Après, on peut monter différentes choses, que ce soit des conférences, des sensibilisations, comme on est en train de le faire en ce moment, avec deux partenaires que sont Kamel et Sylvain sur cette partie-là. Voilà quelques exemples de la place des entreprises au sein du campus. Et je l'ai déjà cité, nous avons déjà démarré, alors que les dossiers étaient à peine déposés. Pourquoi? Parce qu'on y croit en fait à ce projet. Et donc, pendant l'été, on a répondu à l'appel du ministère sur Parcoursup, où il y a eu un léger problème, puisqu'il y avait trop d'élèves par rapport au nombre de places dans l'enseignement supérieur. Donc, on a créé 3 formations. On a créé un Bac+1 en réseau et cybersécurité, un Bac+1 en vidéoprotection, donc qui se décline en vidéoprotection, contrôle d'accès et système d'alarme, et un Bac+1 en management de sécurité. Et on a aussi une formation continue, le CQP APS, Agent de protection et sécurité, qui est déjà lancé. Voilà. Je vais faire moi un premier focus sur la partie management de sécurité, et puis après je laisserai Kamel sur la partie réseau et cyber, et Sylvain sur la partie vidéoprotection. La partie management de sécurité, pour vous décrire la formation et comment elle se place dans la sécurité, dans la sensibilisation à la sécurité. Si vous avez, on va aujourd'hui prendre le cas d'une entreprise, mais vous pouvez être sur le décliner sur la maison ou sur le quartier. Aujourd'hui, la sécurité, elle n'est pas que par l'agent de prévention et sécurité, elle n'est pas que par la vidéoprotection, elle n'est pas que par le réseau et la cybersécurité, c'est vraiment la conjonction des trois et l'addition des trois qui vont former quelque chose de concret par rapport à ça. Donc la partie management de sécurité management de proximité, pardon, oui, il y a écrit management de sécurité, c'est une erreur. Donc, management de proximité, c'est vraiment l'agent de prévention et sécurité, mais avec en plus d'autres formations telles que la partie SST, telles que le SIAP, et il y a plus d'une centaine d'heures de management, justement, pour gérer les conflits et ainsi de suite, être capable de désamorcer une crise et être capable aussi, ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est encadrer des gens, savoir gérer des équipes. Voilà, donc ça c'est la première formation qu'on a montée, nous, au sein du campus, et qui est une des 3 formations qui permettent de gérer la sécurité, aussi bien d'une habitation particulière, mais également d'une entreprise. Juste pour vous sensibiliser les uns et les autres en fonction des tailles de structure que vous avez. On a aussi un module complémentaire parce qu'on fait de la formation continue. Très clairement, si vous n'avez pas de vigile,
l'agent de protection et de sécurité, c'est ça, hein, si vous n'avez pas de vigile à l'entrée, n'oubliez pas que la première personne qui sera en contact avec un éventuel risque à l'entrée, ça reste la personne à l'accueil. Donc, on a ce module de formation aussi qui est la sensibilisation sur la première réaction à avoir, comment on réagit si jamais il y a un problème au niveau de l'entrée. Voilà. Alors moi, j'en ai fini, on va dire, pour le campus. J'en ai fini pour la première formation qu'on a montée, qui est management de sécurité. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Kamel sur la partie réseau et cybersécurité. Et Sylvain enchaînera sur la partie vidéoprotection. Jérôme, je projette la présentation pour que je puisse avoir la main. Soit tu projettes, soit je déroule pour toi, comme tu le souhaites. Je préfère plutôt projeter dans le sens où j'aurai le rythme associé à la projection. Exactement. Normalement, je ne partage plus. Là, tu dois pouvoir prendre la main. Alors, tac. Est-ce que vous voyez l'écran, la présentation? Elle est là. Elle est là. Bonjour à tous. Merci Jérôme, merci Sophie pour l'invitation. Donc, c'est une présentation autour de la sensibilisation de la cybersécurité et des réseaux. Je voulais remercier également le CEA et le CEVO et le campus sécurité, donc les 3 organes qui ont préparé cet événement. Donc, pour ma part, je suis Kamel Drissi, donc je suis le fondateur et dirigeant de EDC Networks. Nous sommes spécialisés dans les réseaux informatiques et la cybersécurité. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler du système d'information des entreprises. Donc, si j'ai bien compris, autour de la table, nous avons pas mal de dirigeants de TPE, de PME, qui pour la plupart n'ont pas de DSI, n'ont pas de direction des systèmes d'information. Et si ce n'est pas encore le cas, ils doivent se rapprocher de prestataires, d'experts sur les réseaux et la cybersécurité. Donc, depuis 1 an, le monde est pas mal en mouvement, crise sanitaire, crise économique et crise des systèmes d'information. Il y a énormément de cyberattaques et il faut s'en protéger. Donc, pour ce faire, c'est un peu l'exemple d'un médecin traitant, et il faut suivre, il faut superviser, il faut contrôler les différents organes. Donc, cette première slide, c'est une entreprise avec des actifs primordiaux et puis des organes supports. Donc, il va falloir piloter, surveiller les sites. Donc, je laisserai mon collègue juste après parler de vidéoprotection, vidéosurveillance. Les personnes, Jérôme en a déjà parlé juste avant, les matériels, donc ce qu'on appelle le hard, la partie réseau, la partie logiciel, le soft et les organisations. Donc, c'est un sujet d'ensemble et c'est un sujet d'actualité très important. Pour ce faire, il faut définir une politique de sécurité informatique. Si vous ne le faites pas, voilà les impacts que l'on peut avoir derrière. Les impacts financiers, les impacts relatifs à l'image, à la réputation de l'entreprise, les impacts organisationnels et le dernier qu'on oublie, les impacts juridiques et réglementaires. Comme vous le savez, on a le RGDP, donc c'est le règlement général lié à la propriété des données. Donc, on emmagasine des fiches de contact, des dossiers, des informations liées aux prospects, aux clients, aux fournisseurs, des informations importantes, et nous sommes responsables de ces informations-là. Donc, n'oubliez pas cet impact juridique et réglementaire. Et lorsque vous stockez vos données, si les données sont volées, il y a tous vos contrats, il y a toute la vie de l'entreprise qui part. Le triptyque de la cybersécurité, c'est 3 axes, qui est schématisé ici dans ce dessin en vert. Le premier, c'est la confidentialité. Donc, il n'y a que les personnes autorisées qui peuvent avoir accès à la donnée. Le deuxième axe, c'est la disponibilité. Vous devez avoir l'information souhaitée au moment voulu. Et le troisième axe, c'est l'intégrité, très important.
Vous devez récupérer la complétude et l'exactitude de vos données quand vous le souhaitez. Si vous ne faites pas tout ça, il y a des menaces et nous sommes entourés de menaces. Donc c'est un graphique. En abscisse, on a l'exposition et en ordonnée, nous avons la capacité et la criticité. On entend parler dans les médias. Donc il y a des États tiers qui peuvent menacer d'autres États. Encore la semaine dernière, le CNED, l'organisation qui s'occupe des cours à distance pour les étudiants, a été attaqué par 2 pays, dont je tairai les noms aujourd'hui. Nous n'avons pas de preuves tangibles. Nous avons les cybercriminels. Nous avons éventuellement la concurrence pour les entreprises de taille critique ou qui sont dans l'innovation ou qui ont des brevets. C'est un risque réel et sérieux. Nous avons les cyberdélinquants qui demandent des rançons. Et j'ai laissé le dernier qui est le moins regardé au niveau des entreprises, à savoir le personnel interne. C'est l'exposition la plus importante. Nous rentrons dans nos bureaux avec des clés USB, nous cliquons sur des liens Internet et nous ouvrons des mails qui proviennent d'on ne sait où. Voilà, donc il faut vraiment être très, très vigilant. Les menaces sont partout. Au niveau des menaces, je vous en ai mis 5. Il y en a beaucoup d'autres. Nous avons l'hameçonnage et l'ingénierie sociale. Vous recevez un mail de votre banque avec un bon logo, un bon texte, souvent truffé de fautes d'orthographe. Et dans l'adresse mail, ce qui est un peu bizarre lorsqu'on regarde un peu la façon dont elle est écrite, ce n'est pas celle de la banque qui a pour habitude de nous écrire. Et souvent, la banque ne nous écrit pas sur notre mail. C'est sur la plateforme sécurisée de la banque. Ça, c'est la première menace et il faut en être très, très vigilant. La deuxième, c'est la fraude interne. Il arrive que certains salariés, certains collaborateurs usurpent, récupèrent des avoirs de certains clients, de l'entreprise, ou modifient les performances commerciales. Ça arrive. Donc, il y a des moyens en sécurité de contourner, de sécuriser le système d'information. Très important. Nous avons les mots de passe. Il y a la violation d'accès non autorisé. Donc, il faut avoir des mots de passe robustes et forts. Les virus informatiques, il y en a partout. Et ils viennent de partout. Donc, vous connaissez bien le sujet. Il y a des solutions sur le marché qui fonctionnent très bien et souvent via le cloud. Et nous avons, pour ceux qui ont des sites Internet orientés commerce, avec des flux d'informations importants, nous avons le déni de service distribué. Donc, c'est une saturation d'un site Internet qui fait qu'in fine, le site devient hors service. Donc, c'est juste un panorama de quelques menaces, quelques exemples, mais qu'il faut avoir à l'esprit pour définir et décliner votre politique de sécurité informatique. Dans une approche PME, nous dirigeons des PME pour les personnes ici autour de la table. Je vous ai inscrit les 5 briques essentielles. La première, c'est la messagerie électronique. C'est quelque part le vecteur principal de la cybersécurité. La deuxième brique, c'est tout ce qui a trait au pare-feu, au firewall, au VPN. Il y a des solutions robustes sur le marché. Il faut vous en équiper pour protéger vos données, vos applicatifs, votre site web et votre entreprise dans son ensemble. La troisième brique, c'est le poste de travail. J'en ai parlé juste avant. Il existe des antivirus de nouvelle génération qui passent par le cloud. Donc, ce n'est pas des patchs qu'on lance tous les 3 mois, tous les 6 mois, ce qui est assez compliqué, assez long, et il faut avoir la bonne personne pour le faire. Donc, c'est un phénomène d'apprentissage qui se fait par le cloud. C'est une base de données gigantesque et tout ce qui est hors périmètre de l'entreprise devient suspect. Donc, quelque part, vous êtes protégé de tout ce qui est à l'extérieur de l'entreprise. La brique numéro 4, c'est un peu le salarié fraudeur ou le salarié par inadvertance qui a appuyé sur le mauvais lien
le mauvais site Internet. Il faut sensibiliser constamment, il faut former. Jérôme en a parlé via le campus sécurité. Donc, il faut décliner des chartes de bonne conduite, des façons de faire, comment on définit un mot de passe et comment on détecte un site frauduleux ou un email reçu qui n'est pas correct. La cinquième brique, c'est vraiment votre trésor à vous, hein, patron d'entreprise, c'est la gestion de la data. La data a beaucoup de valeur à tous les niveaux. Donc, il faut réfléchir au-delà du stockage de la data, à la sauvegarde de la data, à ce qu'on appelle le backup. Et si il y a un incident majeur, comment vous récupérez cette data, dans quel timing et quelle est la qualité de la data que vous récupérez. Et on en parlera juste après. Donc la jonction est faite avec la célèbre règle des 3, 2, 1. Je ne sais pas trop si vous la connaissez ou non, mais s'il faut retenir peut-être une chose de cette présentation-là, c'est ce point. C'est faire 3 copies, 3 sauvegardes de vos données. Une sur le disque dur de votre ordinateur et 2 autres ailleurs. Le deuxième point, le deuxième sous-ensemble, c'est qu'il faut que les supports soient différents. Cela peut être une clé USB, un disque dur, un CD, ça peut être un NAS ou un serveur lambda. Et le troisième axe, au-delà du fait que les sauvegardes sont faites physiquement, soit au sein de l'entreprise, soit à la maison, on le fait aussi, il faut que la sauvegarde soit faite sur un site tierce. Ça peut être un data center, par exemple. Donc, cette règle est essentielle. Pourquoi elle est essentielle? Nous avons eu l'exemple d'OVH, qui est un hébergeur de data center, qui est très connu, donc qui a été créé par un Français du nord de la France, Octave Clava, à Roubaix. Donc, c'est une entreprise internationale. Il y a eu un incendie en mars 2021 qui a été d'une ampleur énorme. C'est 2 salles data center à Strasbourg qui ont brûlé et qui ont fait partir en éclats, en fumée, 13 200 serveurs. OVH est réputé pour proposer des prix très bas, avec des contrats très light. Donc, soyez vigilants. Le prix pas cher et le light a des conséquences terribles sur les entreprises et sur la data dans son ensemble. Donc, il faut rentrer dans le contractuel et il faut aller voir au-delà du stockage qui est tout le temps présenté, la sauvegarde, le backup ne l'est quasiment jamais. C'est une option auquel il faut souscrire. Au-delà de la sauvegarde, nous avons le plan de continuité de l'activité, nous avons le plan de reprise de l'activité et la qualité de la donnée. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il va falloir rentrer juridiquement, contractuellement, savoir ce que vous signez. C'est un peu comme tout, hein. Donc, restons vigilants là-dessus, hein. Le monde du data center est en train de se démocratiser. La concurrence est rude. Il faut savoir ce qu'on achète. Et surtout, en cas de préjudice, en cas de litige, savoir comment nous allons être servis par la suite. Et pour finir, pour vous expliquer, pour vous montrer que la cybersécurité est présente à tous les endroits et en tout instant, et qui plus est depuis 1 an, de manière très accélérée. Donc, le projet Campus Cyber a été voulu par l'État français en 2019. Il existe, il a été lancé depuis novembre 2021, donc à la Défense. Donc, c'est plusieurs milliers de mètres carrés qui ont été investis. C'est en train d'être construit, finalisé. Il y a un ensemble d'acteurs très importants qui ont pris place. Nous avons par exemple Atos, Capgemini,
Nous avons Orange Cyberdéfense, Stoprasteria, Tetris, et certains autres entreprises, start-up, orientées réseau, cybersécurité. Et entre ce campus cyber et le campus sécurité, il y a vraiment des passerelles, des ponts. Donc, une lettre de soutien, je pense que Jérôme, tu en parleras mieux que moi, a été reçue de la part du campus cyber vers le campus sécurité. Nous sommes exactement dans le même projet et on fait partie vraiment de cet écosystème pour démocratiser, sensibiliser autour de la cybersécurité et des réseaux informatiques. Jérôme, tu souhaites peut-être en rajouter peut-être un élément là-dessus? Non, pas forcément. L'idée, c'était vraiment que les deux campus, autant on a mis un petit peu de temps à se rencontrer sur fin août, début septembre, mais dès que ça a été fait, on a trouvé les synergies qui vont bien. On a envie de faire connaître les métiers, on a envie de démystifier ce qu'il peut y avoir, ce qui peut s'appeler cybersécurité. On a besoin de sensibiliser aussi bien les élèves que le grand public. Donc, ce sont des missions qui sont communes en fait entre les deux. Et puis après, le campus sécurité a plus large que juste la cybersécurité. Et le campus cyber fait aussi des parties recherche, fait aussi d'autres parties qui sont plus propres. Donc autant on a des points de convergence sur certaines parties, autant on a nos spécificités l'un l'autre. Et pour preuve, aujourd'hui, on a intégré le groupe de travail sur toute la partie formation qui est au sein du campus cyber. Donc il y a plutôt une harmonie entre les deux campus qui a été assez rapide à atterrir. Donc, en synthèse, je vous engage vraiment à décliner, à définir votre politique de sécurité informatique et à vous entourer de prestataires ou de gens qui connaissent la technologie et qui sachent lire et mettre en exergue un contrat. C'est important. L'aspect juridique est important dans ce milieu-là. Merci Kamel. Voilà, quelques points de sensibilisation en fonction de la taille de vos structures les uns et les autres. Les mails, les postes de travail sont des choses assez simple, je pourrais dire, à mettre en place, sensibiliser bien le personnel. Après, il peut y avoir de la formation. Après, il y a votre réseau informatique, toute la partie sauvegarde, et puis la partie juridique évoquée par Kamel aussi. Donc voilà, des choses qui peuvent être faites step by step, mais c'était vraiment l'idée, c'était d'arriver à vous sensibiliser sur les risques courus qui sont de plus en plus grands aujourd'hui, avec quelques exemples, le CNED. Gardez aussi à l'esprit qu'il n'y a pas que ce qu'on entend à la télé, comme le CNED, les hôpitaux, les villes aussi qui commencent à être attaquées. Aujourd'hui, c'est plus de 10 ou 20 000 attaques par jour de sociétés privées, grandes ou petites. Alors, de préférence, en effet, des grandes, hein, puisqu'après, on peut faire de la rançon, de la donnée, enfin, des choses comme ça. Mais ça commence quand on est petit, quand on veut se structurer. Ça commence au tout début, c'est les mails, le poste individuel, le réseau, et ainsi de suite. Et puis, après, ça s'accompagne par tout ce qui va dans comment gérer le bâtiment, ses entrées, son contrôle d'accès et ainsi de suite. Ça me fait une petite transition vers Sylvain pour qu'il puisse enchaîner sur la partie vidéoprotection et ce qui va avec. À toi, Sylvain. Hop là, c'est parti, normalement. Voilà. Impeccable. J'avais envie de partager avec vous avant la différence entre la sécurité et la sûreté. La sécurité, en fait, c'est se protéger contre des accidents. OVH, là, dont Kamel a parlé, qui brûle. Un coup de pelleteuse dans un réseau, c'est un accident. J'ai vu que parmi les participants, on avait quelqu'un qui avait un beau fond d'écran tout feu tout flamme. Je pense qu'il est dans le monde de la sécurité. La sûreté, c'est se protéger contre la malveillance. Donc, on va travailler sur la dissuasion de quelqu'un qui va venir vous attaquer ou vouloir rentrer chez vous. Il y a un point commun quand même entre sûreté et sécurité, c'est qu'il s'agit d'un système de protection, de traitement et puis de résilience. Donc, gérer la crise, renaître de ses cendres si on reste dans la thématique de l'incendie. Et puis, ce sont des systèmes qui convergent. La détection d'incendie et l'extinction, on a toujours
affecter ça à la sécurité. Le firewall qui vous protège dans la société, là, c'est de la sûreté pour le coup. Et puis la sauvegarde, avant, on pensait à la sauvegarde, panne d'un serveur, donc ça, c'est une problématique de sécurité. Mais maintenant, la sauvegarde répond aussi à la problématique de sûreté, avec les attaques, les crypto-lockers dont parlait Kamel juste avant. Alors souvent, on utilise le mot sécurité pour sûreté. Il y a des termes qui accrochent plus que d'autres pour identifier un secteur, pour que des jeunes puissent se projeter dans un cursus. C'est effectivement le CMQ sécurité, campus des métiers de la sécurité, qui était retenu pour le campus, pour pouvoir bien identifier ce terme-là. Et en fait, c'est pareil pour la vidéoprotection. C'est ce qu'on a. C'est un terme générique. Dans l'exposé que je vais vous faire, je vais vous parler de justement cette formation que l'on dispense dans le cursus vidéoprotection. Évidemment qu'on ne fait pas que de la vidéoprotection. On va beaucoup plus loin dans le périmètre. Alors, je ne me suis pas présenté, Sylvain Le Chaton. Je dirige 5 entreprises dans le domaine de la sécurité, de la sûreté. Nous sommes basés à Vigny, un lieu qui s'appelle Campus Vigny. Alors, je ne sais pas qui avait la primeur entre Jérôme, nous. Ça fait 2 ans qu'on est installé, mais Jérôme mûrissait son projet depuis un petit bout de temps. M2M, on travaille pour la sûreté des États. Donc, finalement, nos seuls clients sont les États. Et MA2, la sûreté pour le civil avec les collectivités et les entreprises. Pourquoi on s'engage auprès, nous, du CMQ? Tout simplement pour former nos jeunes, nos spécialistes, dont nos entreprises vont avoir besoin et ont besoin dans les différents domaines que je vais vous exposer. On a besoin de spécialistes techniques, mais aussi de gens capables de transmettre, de former l'utilisateur à des outils qui deviennent totalement connectés à vos smartphones. Donc, on a aussi un travail à faire sur la pédagogie, sur la capacité du jeune à transmettre ce qu'il sait faire et à transmettre l'utilisation de ces systèmes-là. Donc, voilà ce qu'on a mis sous vidéoprotection. Vous voyez qu'il y a le contrôle d'accès, donc il y a le droit, l'alarme, j'informe d'un accès non autorisé, et la vidéoprotection, je vois. Là où ça converge, c'est que sur la base d'une détection, de franchissement d'un périmètre donné, je peux piloter mon contrôle d'accès, des haut-parleurs, des barrières. Je peux automatiser avec différents scénarios, qu'est-ce qui se passe le jour, qu'est-ce qui se passe la nuit, le week-end, en fonction de ce qui a été détecté. Et puis au final, piloter l'intervention. Donc ça, c'est alerter. Et au-delà d'une simple sirène, aujourd'hui, les moyens numériques permettent d'avoir un système d'intervention, en tout cas d'alerte, qui vient jusque sur votre smartphone, tout simplement. Donc, convergence entre ces 3 métiers. Et au niveau du campus, l'idée, c'est vraiment de pouvoir former les jeunes sur ces 3 thématiques. Contrôle d'accès. Donc, d'abord, je sécurise un périmètre. Donc, quel est ce périmètre? Est-ce que c'est l'extérieur? Est-ce que c'est l'intérieur? Est-ce qu'il y a des zones que je décide de plus sécuriser que d'autres? Est-ce que j'ai un périmètre qui a une sécurité passive avec des murs, des grillages, ou une sécurité plutôt active, donc des murs, des grillages qui vous informent, donc ça on verra ça au niveau de l'alarme, mais aussi des équipements comme des portes ou des barrières qui vont autoriser des accès à certaines personnes ou pas. Au niveau des portes, on va souvent parler de ventouses, de gâches, de béquilles. Donc en gros, ventouse, c'est un électroaimant, je mets du courant dedans, ça colle la porte, j'enlève le courant, ça décolle. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un équipement qui sache envoyer du courant ou pas dans une ventouse en fonction de certains scénarios. Sur les portes, donc on peut aussi avoir des gâches, des béquilles. Donc je baisse ma poignée de porte en fonction de si j'ai le droit ou pas, et la porte s'ouvrira ou non en fonction du droit. Au niveau des barrières, là on va plutôt fonctionner avec ce qu'on appelle des contacts secs. Donc c'est un système de contrôle d'accès qui va dire à une barrière, OK, tu peux t'ouvrir, ou à un moteur, OK, tu peux te mettre à tourner, tu peux te lever, tu peux te redescendre. Sécurité du périmètre, c'est aussi qui a accès au périmètre. Donc, on va parler d'individus. Donc, on donne des droits à des individus, on donne des droits à des groupes, on donne des droits à des invités aussi, et on gère ces invités. Qui est sur mon site? Est-ce que cette personne est autorisée ou pas? Qui l'accompagne? Qui elle vient voir?
Et comment je vais pouvoir identifier finalement ces droits? Ça va être avec des badges, des codes, de la biométrie. Digicode, hein, c'est un système de contrôle d'accès. Pour la biométrie, en France, on peut pas associer une donnée biométrique à une personne. En fait, on l'associe à un badge. Donc, normalement, quand vous êtes réglo, c'est pour ouvrir une porte, je mets mon badge et je mets mon doigt. Et en fait, l'empreinte est associée au badge. Elle n'est pas associée à Sylvain Le Chaton. Bon, quand on recoupe tout, effectivement, l'empreinte, elle est liée à Sylvain Le Chaton. C'est la combinaison badge-empreinte, normalement, qui doit être mise en œuvre. Et puis le quand, ça c'est aussi un point important du contrôle d'accès, c'est j'ai un accès selon des plages horaires, j'ai des accès libres à certains moments, et en fait je vais avoir un système central qui va me dire ok, qu'est-ce que je sécurise, donc quoi, qui, de qui, et puis quand. Ce que va me permettre aussi le contrôle d'accès, c'est de mesurer. Donc mesurer les présences, un travailleur isolé. Nous, on a une salle de sport. C'est important de savoir pour nous si au moment où on active l'alarme le soir, il y a quelqu'un qui est tout seul dans la salle de sport. Donc, de badger à l'entrée et de badger à la sortie, ça peut permettre de mesurer les présences à l'intérieur d'un bâtiment ou en tout cas d'un périmètre. Le flux de personnes aussi, ça peut être intéressant de savoir qui j'ai dans mes stocks et de quelle manière je rentre et je ressors de mes stocks. Là, on a toujours dans le contrôle d'accès la notion d'avoir une personne identifiée. Et puis dans l'évacuation aussi, sur un exercice incendie ou sur une vraie évacuation et non pas seulement un exercice, l'intérêt, ça peut être à tout moment de savoir qui est encore dans les locaux. J'ai toutes les personnes qui sont rentrées en badgé, toutes les personnes qui sont sorties en badgé. La différence, c'est ceux qui sont encore dans les locaux. Donc, au niveau du campus, CMQ, l'idée, c'est de former en fait nos jeunes sur l'analyse du site. Qu'est-ce que j'ai à sécuriser? Comment je le fais? L'architecture. Ensuite, comment je le déploie avec des solutions matérielles et logicielles. Alors, l'idée, c'est de former nos jeunes avec un maximum de compétences et les plus ouvertes possibles. Donc, avec Jérôme, on a travaillé sur la notion d'être multimarque et pas seulement sur une marque donnée. Logiciels ouverts avec des interfaces sur des systèmes tiers pour que ces logiciels puissent venir se connecter à d'autres environnements, l'alarme, je vais y venir par exemple, hein, et pas seulement un système contrôle d'accès très fermé, très propriétaire. Un travail aussi sur la documentation, parce que avoir un bon système, c'est savoir comment il marche et qu'il soit documenté. Et puis aussi tout ce qui est travail autour de la maintenance, puisque ces systèmes-là, notamment quand il y a des batteries, quand il y a des choses à nettoyer, entretenir, il faut aussi qu'on puisse avoir des gens qui soient formés aux tâches de maintenance. Vous voyez, on parlait de vidéosurveillance, mais finalement, ça commence déjà avec le contrôle d'accès. Au niveau de l'alarme, j'avais envie de vous présenter ça sous forme de 4D. La démarcation, donc les limites de mes zones à sécuriser, avec des périmètres successifs. Hein. J'ai l'extérieur de mon bâtiment, ensuite j'ai l'approche. Je peux très bien avoir un système d'alarme qui va détecter que quelqu'un s'approche d'une porte avec un rideau. Et puis j'ai l'intérieur de mon bâtiment. Un système d'alarme va permettre de répondre à ces problématiques de zone à sécuriser avec des activations par zone. Un particulier, il va avoir une zone jardin et une zone maison. Dans une entreprise, je peux avoir différentes zones. Mes stocks, c'est quelque chose de plus sécurisé. Mon data center, c'est quelque chose de plus sécurisé. Mes bureaux, un peu moins. Donc, je vais pouvoir, par zone, définir ce que je décide de mettre sous alarme ou pas. Donc, démarcation, mon périmètre. La dissuasion. Quel est le niveau de prise de risque que vont prendre des assaillants? Et finalement, quels sont les équipements que je vais devoir mettre en face? Évidemment, plus je suis exposé à un risque important, plus je vais devoir mettre des équipements de détection et d'alerte de bonne qualité, en tout cas suffisamment bien dimensionné. Troisième D, c'est la détection. Alors, détection, on va parler déjà de capteurs. Donc, un capteur de mouvement. Donc, je vais avoir une zone qui va être protégée par un capteur. En général, ce sont des capteurs infrarouges. Hein. Tout objet diffuse des ondes infrarouges. Et bien, quand je passe entre ce capteur et l'objet, j'occulte ces ondes et du coup, mon corps devient visible par inversion de couleur. Je deviens l'obstacle. Donc, tout ce qui est détection infrarouge, c'est ce qui correspond au mouvement.
on va avoir aussi les notions de franchissement. Donc, on peut avoir une fibre optique qui est enterrée sous sa barrière, et cette fibre optique va faire une détection d'interférence 6 mètres autour d'elle. Donc, on a ce système-là sur de très longues distances qui est assez efficace. Et puis, en franchissement aussi, on peut avoir un laser. Et dès lors qu'il y a une émission d'un laser d'un côté et que de l'autre côté, le capteur ne reçoit pas l'information, bah, le capteur dit « Ok, là, j'ai une rupture de mon faisceau laser, donc j'ai quelqu'un qui est au milieu. » Et on le fait aussi avec de l'infrarouge. Voilà. Il y a aussi la partie vibration, par exemple, que vous avez un capteur sur une vitre. Quand la vitre est brisée, c'est un système de vibration qui va être mis en œuvre, par exemple. On a des capteurs qui peuvent s'appuyer aussi sur des contacts. Donc, si j'ai un électroaimant et un aimant qui sont côte à côte, ma fenêtre est fermée, donc un sur le bâti, un sur la fenêtre. Et puis, dès lors que j'ouvre la fenêtre ou la porte, je coupe le lien entre les deux. Du coup, j'ai plus le contact et l'alarme, le détecteur va voir que voilà, la porte n'est pas fermée. On va avoir aussi des détecteurs d'incendie, d'inondation, détection de monoxyde de carbone. Alors, sur l'incendie et le monoxyde, on revient sur le monde de la sécurité, évidemment. Mes capteurs sont connectés à une centrale. Cette centrale, elle peut être filaire, elle peut être radio, et elle va piloter ces capteurs sur les versions plutôt modernes. Donc, c'est ce sur quoi on forme nos jeunes, parce qu'il faut que la centrale sache si le capteur est disponible ou pas, s'il a été corrompu, s'il a été cassé, s'il a été arraché. Et puis, il faut aussi savoir si le capteur, quand ce sont des capteurs sur pile, est toujours présent, enfin, à un niveau de batterie suffisamment important ou pas. Ces centrales, maintenant, deviennent multisites. Donc, je peux piloter l'ensemble de mes centrales d'un seul endroit. Et puis, elles sont communicantes, la plupart du temps, maintenant, sur du réseau. Donc, réseau avec une box, avec un accès Internet. Et puis, du coup, va se poser la question du secours, évidemment. Si quelqu'un veut éviter que votre alarme ne prévienne autour d'elle, bah, il va s'attaquer au réseau de transmission de données. Donc, si votre fibre est en haut du poteau ou facilement accessible, bah, l'idée, c'est de couper la fibre pour que l'alarme ne puisse plus communiquer. Auquel cas, il faut travailler sur des alarmes qui sachent faire du secours en 3G, par exemple. Après, si le mec a un brouilleur 3G, voilà, c'est toujours cette notion d'attaque-défense et quelle est la mesure de protection que je mets face à une attaque probable. Donc, capteur central et puis les actionneurs. Donc, quels sont les objets que va pouvoir piloter ma centrale? Les sirènes, évidemment. Mon smartphone. L'idée, c'est que la centrale me prévienne. Et puis, la centrale peut aussi piloter des interfaces avec des télésurveilleurs et puis venir se connecter au système de contrôle d'accès, même de vidéo. Donc, démarcation, dissuasion, détection, délai. Quel est le temps avant l'intrusion? Donc ça va être en lien avec les périmètres successifs de protection de mon bâtiment. Quels sont mes moyens d'alerte? Une sirène, j'en ai parlé, un push applicatif avec une application sur le smartphone, le SMS, la télésurveillance. Dans quel délai, en fait, ces moyens d'alerte sont mis en œuvre? Et puis l'intervention, on parlait du primo-intervenant tout à l'heure, et du coup, ça c'est en lien avec la troisième formation que l'on a sur les vigiles. Est-ce que ce primo-intervenant, c'est soi-même? Est-ce que c'est une société privée? Est-ce que c'est des services d'ordre en lien avec la société privée? Ou est-ce que j'ai, de manière préventive, mis des dispositifs retardants ou de mise en fuite? Je peux très bien, sur alarme, avoir un dispositif retardant. La sirène en fait partie. Une sirène qui sonne à 110 décibels dans les oreilles, bah, ça fait pleurer. Donc, on sort en général, sauf si on est équipé. Les fumigènes, c'est aussi un dispositif retardant. Les haut-parleurs, je peux avoir une diffusion d'un message sur un haut-parleur dès qu'une alarme a détecté quelqu'un. Vous êtes sur un périmètre sécurisé, votre présence a été repérée et signalée. Et puis l'éclairage, allumer des spots à un moment où il y a une détection, bah forcément ça surprend. Et puis quand on veut agir dans l'ombre, on se dit bah tiens là ok je suis repéré. Là encore, au niveau du campus des métiers de la sécurité, l'idée c'est de former, l'objectif c'est de former nos jeunes à ça, à l'analyse de site, je reviens dessus, l'architecture, déploiement de matériel, toujours multimarque, ouvert, système tiers, et puis la documentation, la maintenance, je parlais de changement de pile dans des détecteurs, ça fait partie de ce que l'on met dans la formation. Vidéoprotection. Donc, c'était le sujet initial, sauf qu'on ne pouvait pas parler de vidéoprotection sans parler des deux autres sujets précédents. Je regarde le temps encore. Contexte. Donc, c'est je lutte, je protège.
Donc, je lutte pour protéger quoi? Contre qui? Comment? Par exemple, si je protège une déchetterie, ce qui va m'intéresser, c'est, je protège quoi? Le vol de métal. Quelle est la motivation des voleurs? L'argent, parce qu'ils vont en voler de manière récurrente. C'est un bon enjeu financier quand on vend du métal. Et quel est le moyen d'action de ces voleurs? Ça va être du frontal. Ils n'ont pas besoin de se cacher ou autre. Ils vont le faire au vu et au su de tout le monde, parce que sur une déchetterie, le flux de personnes qui intervient fait que on peut se noyer dans la masse. J'ai eu le cas, moi, sur une déchetterie, je suis élu dans l'Oise, où c'était carrément les agents intercommunaux qui étaient de mèche avec les revendeurs de métal, pour ne pas les citer. Et pour le coup, là, la vidéoprotection apporte une réponse. C'est comment ça se fait qu'une benne puisse se vider alors que c'est pas le jour où elle est censée se vider. Dans une entreprise, on va vouloir protéger de manière différente. Là, celui qui veut nous voler, ça va être un vol d'effet. Par opportunité, et puis souvent en heure non ouvrée. Donc là, on va avoir une approche de vidéoprotection qui va être différente. Donc ça, c'est dans le contexte je lutte, je protège. Il y a le contexte aussi j'analyse et j'anticipe. Aujourd'hui, ce qui peut nous intéresser sur la vidéoprotection, c'est le comptage, fréquentation, densité, point chaud. Le comportement des gens dans le domaine de la grande distribution, c'est comment les gens sont devant les étalages. Est-ce qu'ils passent beaucoup de temps à chercher une information, à chercher un produit ou pas? Donc là, il peut y avoir une idée de l'utilisation des fins marketing de la vidéo. Et puis, tout ce qui est flux, hein, tout à l'heure, comment on parlait de stade, de stade, de gare. Donc, gérer les flux de personnes au sein de ces espaces, ça peut être aussi un sujet de la vidéo protection, qui va pas être seulement de la protection, mais aussi une analyse comportementale. Ce que va filmer de la vidéoprotection, ce sont des scènes, des zones de couverture. Donc, je vais avoir des scènes fixes, donc un périmètre donné ou un axe. Et puis, je vais avoir besoin, à certains moments, de faire la levée de doute. Donc là, je vais avoir une caméra qui se pilote avec un téléobjectif et un moteur, et je vais aller zoomer à cet endroit-là. Il faut éviter de faire le mélange des deux. C'est-à-dire que je ne fais pas de la sécurité de mon périmètre avec une caméra PTZ qui change toutes les 10 secondes d'endroit. Je loupe une information, le temps qu'elle se cale sur le bon endroit, j'ai perdu encore de l'information. Et puis en général, lorsqu'on a un téléobjectif, on perd en luminosité. On vous en parlait juste après de l'éclairage, c'est un sujet important sur les vidéos. Positionnement aussi de la caméra pour couvrir ces scènes, l'angle, le contre-jour, ce sont des points importants que l'on aborde sur la formation. La caméra elle-même, qu'on va appeler un capteur, sur quoi on va se focaliser, sa résolution. Mais aujourd'hui, toutes les caméras ont de très bonne résolution maintenant. Sa focale, est-ce qu'elle regarde loin à un endroit donné ou très large? Et puis son mode de transmission. Est-ce que je suis toujours sur un système analogique avec des faibles définitions? Est-ce que je suis passé en numérique? Est-ce que je suis en IP avec du réseau? Voilà, différentes typologies de caméras qui peut y avoir. Et ces caméras peuvent être couplées à des radars ou des lidars. Donc, il y a un asservissement. Donc, je vais avoir un radar qui va détecter la présence d'une ou deux personnes dans un endroit. Et du coup, ce radar va demander à la caméra pilotée d'aller zoomer sur ces endroits-là. Donc, c'est voilà pour ces capteurs. L'éclairage, c'est un point important en fait dont on parle souvent. On parle souvent de la qualité de la caméra ou autre. Mais en fait, ce qui est primordial, c'est la caméra. Il ne faut pas se faire avoir finalement avec une scène de jour. On peut se dire, tiens, il fait jour, j'ai une caméra de très bonne résolution, j'ai une très belle image, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Eh bien, il faut toujours penser à éclairer des scènes. En général, la portée lumineuse, on dit que c'est entre 15 et 30 mètres. Donc, avoir une caméra qui doit voir la nuit à 70 mètres, c'est une hérésie s'il n'y a pas d'éclairage qui va bien à cet endroit-là. Donc, il y a de la lumière blanche qui peut vous permettre de garder les couleurs. Donc, ça, c'est l'éclairage blanc classique. L'éclairage en infrarouge, où là, la caméra va passer en noir et blanc. Et puis, la luminosité ambiante, c'est un point important aussi. On peut avoir des caméras à très faible luminosité, dans certains cas, et qui vont, juste avec la lumière de la Lune, des étoiles, ou même une lumière urbaine ambiante, avoir une très bonne résolution. Forcément, ça va monter dans les prix quand on travaille avec ce type de caméra-là. Les systèmes d'enregistrement, donc on appelle ça des VMS, les Video Management Software. Donc ce sont des serveurs qui vont enregistrer la vidéo.
qui vont consolider les flux vidéo en provenance de plein de caméras différentes et qui vont avoir des systèmes de détection. Donc, détection de mouvement, alors c'est une différence de pixels, une détection de mouvement, c'est très basique, j'ai une scène classique, et puis j'ai des pixels qui sont différents, donc j'ai un mouvement. Et sur la base de ces détections de mouvement, on peut avoir un système d'alarme. Alors, il peut y avoir beaucoup de faux positifs, c'est pour ça que souvent on associe une alarme normale avec de la vidéoprotection, mais qu'on ne travaille pas uniquement sur la vidéoprotection comme système d'alarme. Et puis, la grande révolution autour de la vidéoprotection, c'est l'intelligence artificielle, qui permet non pas seulement de détecter, mais d'identifier. Donc là, on parle d'identification, savoir qui et quoi. Et là, on va avoir de l'intelligence qui va se positionner au niveau des caméras maintenant, avec des caméras de plus en plus qui embarquent des processeurs, de la mémoire, des systèmes d'encapsulation pour y mettre des couches logicielles. Et on a des caméras qui vont faire de la détection d'objets. Sinon, c'est le boulot habituellement du VMS, donc du Video Management Software, ou de plugins tiers, donc des outils qui vont apporter une qualification supplémentaire à votre système de vidéo. Là, on rentre vraiment dans le domaine de la big data. J'analyse et j'anticipe. Je classifie mes objets. Donc, j'ai détecté que c'était un véhicule. J'ai pas détecté simplement un mouvement de pixels. J'ai détecté que c'était une personne avec un sac à dos ou pas. Et en fait, on va entraîner un système, un réseau de neurones sur des datasets. Donc, on va l'entraîner à détecter des armes. On va l'entraîner à détecter des comportements particuliers. Et la détection d'armes dans un lieu inapproprié, ça fait tout à fait partie de ce qu'est capable de faire maintenant un système de vidéoprotection. Toujours en big data, évidemment, les flux dont je parlais tout à l'heure, tout ce qui est marketing, tout ce qui est fréquentation, points chauds et autres, évidemment, ça fait référence à du big data. Donc là, on va voir le capteur, le système de vidéoprotection, mais surtout l'outil derrière de traitement de toute cette information. Et là aussi, au campus CMQ, bah, on travaille, on forme nos jeunes sur ces différentes dimensions de la vidéoprotection et pas seulement le bonhomme qui est derrière un écran à regarder ce qui se passe. On n'en est plus là, on est vraiment aujourd'hui sur la vidéo dite intelligente qui va vous alerter sur une information pertinente parce que vous avez demandé, vous l'avez configuré pour être alerté dans ce cas de figure. Par exemple, un véhicule sur votre parking qui bouge, c'est normal la semaine, mais c'est pas normal le week-end. Par contre, un chat, c'est normal qu'il y ait un chat qui puisse se déplacer sur votre parking le week-end parce que il y a personne et puis il a trouvé des souris par-ci par-là, donc il se balade. Donc la détection de l'objet est vraiment quelque chose d'assez innovant maintenant au niveau des vidéos. Sur les 5 mots contexte, scène, capteur, VMS, intelligence artificielle, il y en a 4 qui sont directement liés à l'IT. Alors j'y viens juste après sur la partie IT justement. On est là sur le CMQ, on a monté une formation, des formations transverses. Les gars de la cyber ou les filles de la cyber, ceux de la partie vidéoprotection, ce lieu d'échange et de formation transverse sur les différents domaines de l'IT, la captation, de la vidéo, captation, transmission de données, stockage, computing, restitution, c'était ça les 5 mots. Donc je le reprends. La nouveauté avec la vidéoprotection, je vous en parlais, c'était l'IA. Donc la vidéoprotection, c'est la captation, la transmission de données, le stockage, le computing et la restitution. Et sur ces 5 mots, là, 4 sont liés à l'IT, d'où l'intérêt d'avoir des formations transverses, sûreté et vidéoprotection. Convergence des métiers. En métier de la sécurité, de la sûreté, je ne sais pas quel est le terme au final le plus approprié. Là, je vous ai beaucoup parlé de sûreté, mais sécurité, au moins ça parle à tout le monde. Les métiers d'origine sont plutôt le contrôle d'accès et l'alarme, avec une évolution technologique et une demande croissante. On est réellement sur un métier révolutionné sur la vidéo, avec la qualité des images et l'analyse et l'IA qui sont en plein essor. Et là, il y a réellement une convergence autour des systèmes informatiques, parce que tout ça maintenant vient converger et s'interfacer grâce aux systèmes informatiques. Et le cursus, les cursus au niveau du campus, même s'ils sont spécialisés pour chaque jeune, ces formations sur ces socles communs ont vraiment du sens sur le campus.
Et si vous avez pu boucher les trous d'un périmètre physique avec un système d'alarme et de la vidéo, il faut pas oublier, enfin, il faut pas que la passoire que vous avez bouchée devienne la couche système et réseau sur laquelle s'appuie le système de détection d'intrusion. Et c'est là où l'approche cyber devient aussi essentielle, même si là, on parlait simplement de sûreté de sécurité. Et le campus forme à cette sécurité, sûreté globale, qui va englober la partie cyber, la partie vidéoprotection au sens large, avec le contrôle d'accès et l'alarme, et puis le primo-intervenant avec les vigiles. Voilà. Merci. Jérôme, Oui. je me suis rendu compte un peu tard que ma présentation n'était pas projetée en mode panoramique. Donc, je remercie Karl qui m'en a fait la remarque via un message écrit. Je suis vraiment désolé pour tout le monde. Et de toute façon, avec Jérôme et Sophie, nous vous enverrons la présentation avec des documents plus étayés. Donc, vous l'aurez. On va compiler tout ça en effet après et puis vous envoyer la présentation. Donc, on voit bien ce côté convergence. Enfin, on est sur le bon slide du coup entre les différentes formations qu'il peut y avoir au campus. Et puis ce qu'il y a à retenir, vous, au sein de vos entreprises, c'est il faut monter les trois à la fois. Alors, est-ce qu'il faut s'occuper que du réseau? Non. On va dire vidéoprotection, mais j'inclus les autres termes à côté? Non. Et que l'agent de prévention de sécurité? Non. C'est vraiment un travail collectif entre tout ça. Et donc, c'est vraiment en fonction des tailles de vos structures qu'il faut commencer à répondre et à vous protéger par rapport à ça. La conjoncture, l'évolution veut qu'aujourd'hui, on a des attaques qui viennent de l'intérieur, de l'extérieur. Ce que j'appelle l'intérieur, c'est par le réseau. De l'extérieur, c'est quelqu'un qui essaye de rentrer. Et il y a différentes façons de répondre à ces choses-là. Des choses qui peuvent être toutes simples, hein, ça commence par du comportement. On évite le post-it sur l'écran. Ça fait toujours sourire, mais le post-it avec le mot de passe sur l'écran, combien l'ont vécu, combien le font? Je pense que certains autour de la table le font encore. Et moi, ce n'est pas un post-it, mais je sais que mes mots de passe sont écrits quelque part. Alors après, il faut trouver le quelque part et ça, c'est plus compliqué. Mais toutes ces attitudes, toutes ces choses-là sont des choses assez simples sur lesquelles on peut commencer à évoluer. Et puis après, en effet, il y a ce qu'on appelle les attaques à travers les mails, les attaques à travers la pénétration dans les bâtiments et ainsi de suite. Et donc là, il faut aussi avoir la bonne réponse en fonction de votre besoin. Donc ce qui est d'abord à identifier, c'est vos besoins et votre maturité, et puis arriver à mettre en place les bonnes réponses ou les bonnes approches par rapport à ça.